Et donc, la prise de conscience que quelque chose ne va pas, ça c'est vraiment, on est à l'état embryonnaire de la prise de conscience. Mais oui, on est à l'état embryonnaire. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas et je commence à... C'est pour ça que je parle de contemplation, voire de pré-contemplation, hein, je veux dire, par rapport à la problématique. Mais ce que j'ai remarqué, Arnaud, c'est que même les évitants conscients de leur évitement, Oui. prenons l'exemple de cette fille connue enfin en tout cas dans le monde, aux États-Unis qu'on suit là, celle qui intervient sur YouTube, tu vois, avec qui on a pu avoir des discussions très profondes. Voilà, OK. pour pas la citer, même si je recommande ses vidéos parce que je pense que c'est le seul espace où un évitant dédaigneux très haut niveau s'exprime sans filtre. Mhm. D'accord ? On a vraiment une discussion sans filtre. Euh, Même quand ils sont parfaitement conscients de tout ce que... Enfin, ils sont pas parfaitement conscients de tout ce qu'on dit, mais ils sont parfaitement conscients de leur évitement, euh, ça ne change pas nécessairement leur rapport à la relation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit toujours pas, si tu veux, une modification dans le rapport à la relation. Et c'est là où moi je suis un peu étonné, c'est-à-dire que comment est-ce possible d'être aussi conscient qu'on trouve des défauts à tout le monde, qu'on met tout le monde à distance, qu'une relation idéale serait que je vois mon partenaire une fois par semaine maximum, voire deux, si on a de la chance, euh, que je veux être libre, je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, mais je fais rien de mal parce que je reste exclusif, donc pendant la période où je fréquente mon partenaire, je ne vais pas voir ailleurs. Et en même temps, pas comprendre que les conséquences de cela, c'est pas une relation, et que c'est un lien. Et que si un partenaire doit accepter cela, il y a deux problèmes. Soit il accepte cela, mais par dépit, parce qu'en fait, tout simplement, il s'est soumis à une dynamique relationnelle unidirectionnelle, et donc il est tellement attaché qu'on pourrait le maltraiter comme on veut qu'il l'accepterait. Ou alors quelqu'un qui va utiliser ça et qui va continuer à vivre sa vie ailleurs. Or, la recherche de chaleur relationnelle est toujours présente, parce que si elle n'était pas nécessairement un élément central de l'évitement, cela poserait pas de problème. Mais donc, comment peut-on être aussi conscient du schéma de fonctionnement, de son schéma de fonctionnement, et pas nécessairement vouloir encore changer? Alors là, tu parles de quelqu'un qui a plutôt un type d'attachement évitant dédaigneux, Oui, sévère, même pas dédaigneux sévère. donc dédaigneux Voilà. sévère. C'est juste qu'on tire les traits encore plus loin, quoi. C'est ça, la Ouais. construction ici est quand même un peu différente de l'évitant plutôt classique, hein, qui est plutôt craintif. Ok, d'accord. Le dédaigneux, il se construit dans l'affirmation de soi. Mhm. L'affirmation de soi dans son indépendance émotionnelle. C'est ça. Donc, une Donc pour sorte lui, de... c'est ça la vérité. Ok. Alors que l'évitant craintif, lui, il oscille toujours, il est toujours en doute, hein. Il fait des trucs, il fait ses trucs, il se comporte comme il se comporte, mais bon, enfin, il est pas aussi certain et assertif que le dédaigneux. C'est ça. Lui, il est dans la bagarre, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le évitant créatif, c'est vraiment entre l'indépendance et, et, euh, et la peur de perdre l'autre, donc avec une dimension anxieuse. Chez le dédaigneux, c'est une affirmation totale dans l'indépendance de manière générale et dans l'indépendance émotionnelle. Donc Mhm. lui, quand il s'exprime sur ce qu'il veut, il n'y a que sa manière de voir qui compte. C'est ça. L'autre est clairement, comment dire, c'est un... Là, l'autre est clairement objetisé, là. C'est ça. En gros, ça, tu prends, tant mieux, tu prends pas, tant pis. C'est une question presque d'offre et de demande, hein, ici. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est que moi, mon style, c'est ça. Si, comment dire, tu m'aimes, tu accepteras. C'est ça. C'est ça. Mais moi, comment dire, je m'adapterai jamais à toi. Je dirais quelque chose de Et différent. comment ces gens font avec des partenaires un peu plus assertifs, donc des gens un peu plus ancrés, qui n'acceptent pas la symétrie? Comment ça se passe? Ben, ça se passe jamais, quoi. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Ça se passe pas. Ou alors si ça se passe, c'est parce que euh, il y a eu confusion au début, hein, par rapport au personnage qu'on avait en face. Ça, c'est C'est ça. possible aussi, mais en gros, voilà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc en fait, il doit inévitablement y avoir une asymétrie pour que ça fonctionne, ou alors il faut tomber sur un partenaire qui ne dit pas tout et qui éventuellement va juste utiliser, ou en tout cas profiter de ce qu'il peut, entre guillemets, avoir dans cette dynamique relationnelle avec l'évitant, tout en vivant une autre vie, quelque part.
Oui, après, il y a Oui, les différentes configurations. Parce que ouais, bon, différentes configurations. Ici, c'est plutôt de dire, voilà, que tu prends l'exemple de quelqu'un, voilà, une personne qui est plutôt dédaigneuse, Mhm. sévère, effectivement. Et là, on est dans tout à fait autre chose. C'est pas, je veux dire, pour moi, c'est un cas extrême, ça. Je veux dire, C'est c'est ça. pas la majorité des évitants qui sont dans cette situation-là. Alors, est-ce que l'évitant peut, tu le confirmes, il peut grandir émotionnellement, mais il y a un travail de fond à fournir ici. Oui, oui, mais je veux dire, en fait, quand on comprend l'ampleur du problème, on comprend assez rapidement qu'il n'y a pas de baguette magique pour changer du tout au tout. Euh, Il n'y a rien à faire, ce sont des ancrages, c'est une manière d'être au monde qui a été développée, et jusqu'à preuve du contraire, faut-il encore se dire au bout d'un moment que cette manière d'être au monde me porte plus préjudice que m'apporte de bonnes choses. C'est à partir de ce moment-là que je peux me dire au bout d'un moment que, bon, peut-être que je devrais changer certaines choses. Oui, Mais tant que ça fonctionne, parce qu'il faut comprendre quand même que ça fonctionne partout dans leur vie. Tout le reste, ça fonctionne. Sur le plan social, sur le plan professionnel. professionnel, il n'y a pas de problème. Oui. Sur le plan relationnel, il semble y avoir un problème, mais c'est toujours l'autre le problème, ou c'est Voilà, toujours sur le plan, l'incompatibilité individuelle. voilà, sur le plan relationnel. Et donc, Mm. souvent, c'est ce qui est mis aussi en exergue, hein. Ils vont Mm. dire, ben non, ça se passe bien avec mes amis, ça se passe bien, ceci, cela. Mais bon, enfin, je veux dire, sans toujours être conscient, effectivement, que ça demande pas la même implication et engagement émotionnel. Donc, évidemment, c'est quand il y a implication et engagement émotionnel, et donc responsabilité émotionnelle, que l'activation se met en place, hein. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'activation. Mais c'est assez intéressant ce que tu dis, Arnaud, parce que ici, dans toutes les entrevues que personnellement j'ai pu avoir avec les évitants et que j'ai pu analyser, j'ai deux types de réactions par rapport à ça. Tu en as une catégorie qui utilise un concept assez intéressant, c'est je suis comme ça, je peux pas faire autrement, j'arrive pas à faire Mhm. autrement. C'est en fait c'est une sorte d'essentialisation de ce qu'ils sont et ils te disent c'est plus fort que moi, c'est juste pas possible pour moi de changer ça. Mhm. Et puis on a une autre catégorie qui minimise l'évitement. Ça veut dire on essaye, alors ces stratégies de minimisation sont assez intéressantes, on essaye de tout niveler. Par exemple, on dit oui mais c'est une insécurité comme une autre. Voilà, l'anxieux est insécure, nous on est insécure. L'autre, il peut être un peu narcissique. Bon, il y a plein de gens qui ont des problèmes. L'évitement n'est qu'un problème parmi d'autres, mais il n'est pas aussi important que cela. Donc, on a soit une minimisation, Mhm. soit une essentialisation pour le figer, on va dire, dans le dur. On a même pu entendre des gens qui nous disaient c'est génétique, alors que c'est pas vraiment génétique. On a des preuves que ça ne l'est pas. Il y a une partie de génétique, mais c'est pas du tout génétique. Et donc, le problème, c'est qu'on a une étude, Arnaud, ici, de Levy, Ellison, Scott, Bernecker en 2011, journal de psychologie clinique. Qu'est-ce qu'elle montre? En tout cas, Levy et ses collaborateurs en 2011 ont montré que les thérapies, ils peuvent fonctionner, ils peuvent modifier les patterns de l'attachement. Mais chez les évitants, le problème qu'on a, c'est qu'on a un taux d'abandon de la thérapie de 50 à 60%. Donc on a beaucoup d'abandon. La moitié part avant que le vrai travail ne commence, Tout à fait. C'est vrai. précisément parce que ça active leur système de défense. Tout à fait. Et pour ceux qui restent, on parle de 3 à 5 ans minimum. Oui, il faut du temps. Souvent 5 à 7 ans pour une transformation profonde. Là, je te parle d'une étude assez exhaustive qui a été faite en 2011. Donc, globalement, beaucoup ne vont même pas, dès qu'ils sont activés, c'est fini. Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est très intéressant. Lorsqu'on fait des entrevues où on décrit la genèse de l'évitement, qu'on parle de la petite enfance de l'évitement, des mécanismes de défense, de ce qui se passe dans le cerveau, qu'on est dans le descriptif et qu'on parle du ressenti de l'évitant, Mhm. il n'y a aucun problème pour l'évitant à écouter cela. Aucun. D'accord? C'est-à-dire que, Ouais. globalement, on décrit, on est dans la description. Mhm. Dès qu'on parle des conséquences relationnelles, et dès qu'on parle de la traduction dans le réel Mhm. des éventuelles conséquences de cela, là, on a des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va toucher à des choses qui sont des mécanismes de défense relativement bien ancrés et qui peuvent vraiment, vraiment activer les évitants. Tout à fait. Hmm. Tout à fait, oui, parce que le fait de constater, de prendre conscience d'un résultat par rapport à un comportement, finalement, qu'on a décidé d'adopter d'une manière générale, Mhm. évidemment que ça peut causer des perturbations, on va dire, émotionnelles.
Oui, et donc, pour toi, avec l'expérience que tu as, euh, combien de temps, on va dire, parce que bon, beaucoup de gens nous posent la question, c'est pour ça que je te le pose à toi, parce que tu es quand même expérimenté. Euh, il y a une étude qui dit ça. Hein. Donc, voilà. Quels sont les éléments minimums requis que pour que, à minima, plutôt une relation plus engagée soit possible? C'est-à-dire pour qu'on te fasse prendre conscience, si tu veux, quels sont les éléments dont on doit faire prendre conscience à l'évitant pour qu'une éventuelle relation plus engagée, où il y a un peu plus de symétrie, soit possible? C'est quels sont les éléments sur lesquels tu dois travailler? Mais en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la psychoéducation, montrer en fait, qu'est-ce que ça met, c'est- euh, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en lien et pas en relation, et pourquoi on est en lien et pourquoi on est en relation, c'est quoi la différence entre ces deux choses? Ça a l'air simple comme ça, mais bon, c'est pas si simple que Non, ça. c'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire comprendre la perspective du partenaire de l'évitant, donc faire une traduction de la perspective, c'est déjà tout un travail. Donc pour moi, la première chose, c'est la prise de conscience. Mais la prise de conscience, ça veut rien dire sur le plan du changement. Mhm. La conscience, c'est la prise de conscience de quelque chose. Ok, le ciel est là. Ok, les nuages sont là. Ok, le soleil est là. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que je vais changer quoi que ce soit à ce moment-là. Je suis pas encore dans la perspective du changement. C'est ça. Après, il y a des choses qui sont plutôt compliquées. Il y a la dimension de... Après, on passe à l'acceptation. Quand j'ai pris conscience de quelque chose, d'une manière générale, après, on va aller dans des choses beaucoup plus précises où, où déjà on est confronté sur la prise de conscience. D'accord? Et après ça seulement, on peut passer à quelque chose de l'ordre qui est de l'ordre de l'acceptation. Mais l'acceptation, c'est pas rien non plus. Tu es en train de me renvoyer une image négative de qui je suis, alors que je me suis toujours vu positivement. Mhm. Ma manière de faire a toujours été valorisée. Et toi, le thérapeute, est en train de me dire en fait que c'est pas si positif que ça. Je vois que c'est pas si positif que ça. Je en prends conscience, mais c'est difficile à accepter ça. Ok. Donc l'acceptation, et on parle encore du b.a.-ba de l'acceptation. Mhm. On parle pas de choses incroyables. Mhm. Euh, mais rien que l'acceptation, c'est déjà quelque chose d'immense. Après l'acceptation, on passe à l'intégration de ces choses-là. C'est-à-dire, une fois que j'ai intégré ces choses-là, qu'est-ce qui me montrera finalement que ces choses ont été intégrées? Ben, c'est dans la dimension expérientielle. Mais il ne faut pas oublier que le problème pour l'évitant, c'est l'expérientiel. Oui, oui. C'est justement l'expérientiel. C'est que même théoriquement, il pourrait C'est comprendre. ça, oui, oui, bien Il n'y a pas sûr. de problème par C'est ça, rapport à tout à ça. fait, oui. Mais l'expérientiel, Oui. c'est comme si disait un claustrophobe, allez, maintenant tu t'entraînes à mettre ta tête tout le temps dans l'ascenseur et bloquer l'ascenseur. Oui, Et tu lui dis, bon, normalement ça devrait bien se passer, c'est quoi. ça, Mais c'est compliqué. tout à fait. Voilà, donc comment dire, c'est pour mettre ici en exergue la difficulté que c'est Mhm. et par lesquelles ils doivent passer. Donc quand on te dit en 2 séances, tout sera, enfin tout reviendra à la normale, j'ai mis entre guillemets, c'est-à-dire dans quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre, en fait c'est tout simplement pas possible. Mhm. Voilà, faut le comprendre comme ça. Une question piège. Attention à tes questions pièges. Tu fais pas, J'espère que j'ai un tu fais pas joker. confiance. Non, je te connais, je te fais pas Je te confiance. donne un joker par entrevue. Non, mais elle est gentille, celle-là. Mais elle est intéressante comme question. Dans une société où tout est possible, pourquoi l'évitant? Tu dis pourquoi je dois changer, en fait? Tout à fait. Mhm. Mais ça, c'est bon. Alors, c'est pas du tout une question piège pour le coup. Ok. On va dire que, effectivement, la société postmoderne Mhm. favorise ce type de comportement en disant, effectivement, il n'y a pas de raison que je change. D'accord. Mais on va dire que globalement. Je dis ça pourquoi? Parce que dans la postmodernité, c'est plus l'institution qui produit un cadre référentiel euh, qui va être où les deux protagonistes vont se référer, en quelque sorte. Il produit son propre cadre. C'est ça. Donc l'individu dans le postmodernisme produit son propre cadre. Bah, au fond, si j'ai un cadre d'évitant, ou de narcissique, ou de quoi que ce soit d'autre, why not, hein? Ici, c'est l'offre et la demande, hein. C'est ça. Je produis mon propre cadre, tu produis ton propre cadre, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Mhm. Donc ça aura plutôt une tendance à favoriser des comportements qui sont tout à fait individualisés dans un sens
dans un sens qui va s'accommoder, on va dire, de comportements, je ne sais pas comment dire ça, mais bon, avec un type de personnalité en particulier. Voilà. Je n'ai plus besoin de dire, bref, je ne veux pas dire ça non plus, mais bon, enfin bref, on n'a plus besoin de. En fait, on peut dire, voilà, j'ai ma spécificité, pour être beaucoup plus clair. D'accord. J'ai une spécificité d'anxieux, d'évitant, de borderline, ou je ne sais pas trop quoi, enfin peu Ouais. importe. Et en fait, j'y vais avec. C'est l'offre et la demande dans la société postmoderne. Donc il y aura toujours un client pour ça. Ben, ça va même plus loin que l'offre et la demande, en fait, je pense. Parce que je vais faire une petite parenthèse de quelques minutes. Je pense que c'est intéressant et c'est important parce que tu utilises le concept de postmoderne. Et je ne suis pas sûr que de nombreux auditeurs vont comprendre, en tout cas, de quoi on parle. Sur le plan sociologique. Sur le plan sociologique, mais même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement intégré, si tu veux, certaines choses, que pour eux, c'est ça la normalité. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont même pas conscience qu'il y avait peut-être d'autres modèles qui existaient, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais quand même faire une petite parenthèse là-dessus, si ça ne te dérange pas, et tu me rattrapes si tu n'es pas d'accord avec moi. Mais disons qu'on a vraiment trois époques, on va dire. On a la tradition, les sociétés plutôt traditionnelles, on a les sociétés modernes et on a les sociétés post-modernes. La différence, je vais vraiment résumer ça à la relation, parce que sinon je devrais faire une conférence là-dessus, c'est que dans les sociétés traditionnelles, on a une institution, on a des réalités extérieures, une culture, un rapport à la religion, un rapport à quelque chose qui transcende l'individu, qui vient imposer une manière d'être en relation. C'est-à-dire que la manière d'être en relation était imposée par le haut. Et donc, les gens devaient se conformer à ces cadres relativement rigides, qui étaient très peu nombreux. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, le concept de liberté individuelle était un tout petit peu étouffé par les superstructures qui venaient imposer à l'individu sa manière d'être dans la relation. On peut avoir ça dans les relations, dans les sociétés religieuses, dans les sociétés où les cultures sont plus fortes. La modernité est déjà un premier pas dans la postmodernité, dans le sens où elle centralise déjà l'individu. Mais dans la modernité, la science joue quand même déjà un rôle assez important, et on a quand même des concepts psychologiques relativement durs. Ça veut dire qu'on n'était pas dans la fluidification des concepts. Par exemple, le concept de relation saine, le concept de, comment dirais-je, du mariage n'était plus institutionnalisé, mais avait quand même une différence avec une relation légère. Ça veut dire, en fait, on n'était pas que dans le ressenti de l'individu, il y avait des concepts qui s'imposaient à l'individu. Ces concepts étaient essentiellement dictés par les catégories qu'on utilisait en psychologie et en partie aussi dans les cultures qui avaient encore des traces de tradition. C'est-à-dire, ces traces de tradition n'avaient pas complètement disparu, même à l'époque de la modernité. Et donc, il y avait une sorte de consensus, par exemple, que le mariage, il y avait quand même une dimension sérieuse dans le mariage. Ça veut dire que ça vient en fait de l'époque, évidemment, puisque l'histoire continue, mais globalement, dans la modernité, l'individu est plus centralisé, mais les catégories existent encore. Elles sont partiellement définies par la science, par la recherche, et par les études. Donc, par exemple, on a ce problème-là aujourd'hui sur la notion de relation saine. Où chacun pourrait te dire, ben voilà, excuse-moi, donc on pourrait dire dans la société postmoderne, donc là ici on passe à la troisième étape, à l'étape où il n'y a plus rien de dur, il n'y a plus aucun concept qui s'impose à nous, c'est nous qui allons imposer les concepts et c'est nous qui allons définir à partir de ce qu'on ressent. Et en fait, là, on est dans la société postmoderne, ça veut dire que c'est même plus un individualisme, c'est un hyper-individualisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui s'impose à lui, c'est lui qui, au nom de sa liberté individuelle, au nom de ses désirs, au nom de ses envies, vient imposer à la société la manière dont il comprend c'est quoi une relation. Et c'est d'ailleurs le problème qu'on a aujourd'hui, non seulement avec les évitants, mais avec d'autres catégories. Si aujourd'hui on utilise le concept de relation saine, qui pourtant a une définition, puisque toi tu es psychologue clinicien, tu peux quand même le définir, on pourrait nous rétorquer, mais qui êtes-vous pour définir la relation saine? Moi, j'ai décidé que la relation saine, c'est le lien. On n'a plus, si tu veux, une assise ou un appui solide pour pouvoir ancrer la définition, puisque la définition elle-même est évolutive, elle est fluide, et elle va se soumettre en fait aux désirs individuels. Et donc, au nom de la liberté individuelle, chacun va venir avec son modèle. Bon. Voilà, ça c'est la société postmoderne. Excuse-moi d'avoir fait une petite parenthèse. Mais donc le marché de l'amour, c'est moderne ou postmoderne, c'est vraiment ça, c'est l'offre et la demande. Oui. En fait, il y a pour tous les goûts et il n'y a plus rien de dysfonctionnant.
Oui, c'est ça. Si tu utilises le mot dysfonctionnel aujourd'hui, tu manques d'empathie, tu es dans le jugement. Oui, mais si on peut plus nommer les choses. Non, mais c'est pour ça que je parle vraiment de Oui, marché de l'amour, oui, avec, il y en a pour tous les goûts, ouais, et tout est possible. Hein, c'est c'est ça. vraiment important. Donc, oui, à ta question de savoir est-ce que quelqu'un de 8 ans aujourd'hui aurait plus tendance à ne pas vouloir se remettre en question dans des relations amoureuses qui ne fonctionneraient pas. Oui, je pense que la tendance aujourd'hui va encore beaucoup plus dans ce sens-là, de la non-remise en question. Hein. Mais il peut De- plus y avoir de remise en question, Arnaud, Non, puisqu'en fait, non, il peut toujours, non, on peut toujours avoir de la remise en question. Je veux dire, euh, quelqu'un qui fonctionne, on va dire normalement, se rend bien compte que même dans des, il y a toujours une part qui nous appartient. Il y a toujours une responsabilité. Mhm. La responsabilité, la partie finalement de responsabilité qui nous incombe, c'est la partie sur laquelle on peut agir. Oui. Voilà, c'est important Mais ça. Donc, ça veut dire dans un fonctionnement, on va dire, normal, il y a cette dimension-là. Si je dis c'est toujours la faute des autres, dans tout ce qui se passe dans ma vie, ça veut dire que je perds le contrôle sur ces choses-là. Et quand je dis je perds le contrôle sur quelque chose sur lequel je pourrais agir. C'est ça en réalité que je perds comme contrôle. Je perds cette oui, possibilité-là de pouvoir agir sur quelque chose qui est entre mes mains, qui est de l'ordre de ma responsabilité. Mais si je dis, au fond, la responsabilité ne m'incombe pas, même pas partiellement, ben, je peux jamais agir là-dessus. C'est toujours l'autre. Le partenaire incompatible, c'est lui, c'est pas moi. oui, oui. Hein. Ils peuvent aussi arriver à la conclusion Non, qu'on est je parle d'une manière incompatible. Oui, générale. oui, c'est ça. Non, non, il y a de l'incompatibilité, mais je veux dire, quand je dis c'est jamais moi, en fait, ça veut dire que je n'ai aucune prise sur ce qui se passe dans ma vie. Alors moi, quand je parlais de non-remise en question, je voulais dire qu'à partir du moment où il n'y a plus aucun concept transcendant, non pas transcendant sur le plan vertical, mais par exemple même la notion de relation saine, elle n'existe plus sur le plan conceptuel. Ben, si tout ça n'existe plus, le concept de remise en question ne peut pas se faire parce que pour qu'une remise en question soit possible, il faut qu'il y ait moi et quelque chose d'extérieur à moi vis-à-vis de laquelle je vais rentrer dans une dialectique et me dire est-ce que je suis aligné avec ça. Si à un moment donné, il n'y a plus rien au-dessus de moi et que mon ressenti devient le baromètre du jugement du tout, la remise en question ne peut exister qu'à travers, selon moi, mais moi là on va rentrer dans un débat plutôt conceptuel et philosophique, le confort psychologique. C'est la seule chose que tu peux utiliser comme argument aujourd'hui dans une société postmoderne pour que quelqu'un se remette en question, c'est ça te fait du mal à toi. Tu vas être dans une logique inconfortable, donc arrête de faire cela. C'est-à-dire que c'est le ressenti du sujet qui devient le baromètre de fait ou ne fait pas. C'est plus une idée morale du bien, du moral, du juste, du beau. C'est l'idée de, bah, si tu te sens pas bien, il faut pas le faire. Tu vois? C'est-à-dire que Oui, c'est pour ça que l'introspection ici, pour moi, bon, on voit quand même, même dans les personnes qui nous laissent gentiment des commentaires sous les vidéos, on voit quand même bien que ce postmodernisme dont tu parles, ben, en fait, tout le monde n'est pas épris de ce postmodernisme-là. Il y a encore des gens qui réagissent, on va dire, de manière tout à fait classique mais à je la crois que c'est relation. plutôt des gens qui, on va dire, des gens qui, quelque part, instinctivement cherchent la relation. Et donc, quand tu cherches la relation, ben, inévitablement, tu es dans une dialectique de sujet à sujet, et donc tu cherches, si tu veux, quelque part à faire fonctionner la relation. Oui, mais le Vitan aussi cherche la relation. Alors, ils cherchent la chaleur relationnelle, Oui, mais mais ils cherchent pas les conséquences de la relation. ah oui, c'est ça. Mais donc, Oui, tu vois, tout le monde cherche quelque part la relation. oui, oui, oui. Je veux dire, c'est la manière dont on va opérer cette recherche. Et c'est-à-dire surtout cette capacité, cette dimension de réciprocité. C'est-à-dire d'un échange réel, symétrique, sur le plan émotionnel, sans que ça soit jamais dit. Mais quand ça disparaît, quand ça n'apparaît pas, eh bien évidemment, c'est vécu durement, c'est vécu difficilement. Et en fait, c'est une relation symétrique qu'on cherche. C'est-à-dire où euh, on peut partager sur le plan émotionnel, on peut partager euh, ce qui relève de nos propres besoins, de ce qu'on peut s'apporter mutuellement, de ce qu'on aimerait Mhm. faire avec l'autre. Donc c'est tout ça en réalité. Donc vraiment une relation comment est-ce qu'on dit ça? Rappelle-moi ça, Mali. L'interdépendance. Oui, c'est ça, interdépendance. Mhm. Oui,
Mais c'est parce qu'en fait, le gros problème qu'on a, parce que tu as souligné la question je dirais, du postmodernisme, c'est que l'hyper-individualisme est structurellement incompatible avec le dualisme, c'est-à-dire l'idée du deux. Tu peux pas en fait combiner un je hyper puissant et hyper centralisé avec l'idée d'un nous pour lequel on doit s'ajuster, se battre, trouver un point d'intersection, essayer de mettre des choses en place pour que le nous, en tant que nous, puisse exister. Alors évidemment, une relation, c'est deux individus, mais deux individus qui à un moment donné vont chercher à s'ajuster et ils vont donner naissance à un nous commun. Oui, Si ce nous commun, au nom du jeu hyper puissant, obèse, entre guillemets, n'existe plus, en fait, c'est deux égaux qui vont être plutôt dans une sorte de partage. Tant qu'on est bien ensemble, partageons quelque chose ensemble. Et donc, on peut reprendre un peu la formule chrétienne du mariage. Tu sais, pour le meilleur ou pour le pire. Il n'y a plus de pour le pire maintenant. C'est pour le meilleur. oui, tout à fait. Il n'y a plus de pire. Mais il faut quand même rappeler qu'on parle ici par rapport à l'habitant, quand même de capacité. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Il faut quand même c'est vrai qu'on a à ça. Oui. Et qu'on n'est pas dans une volonté profonde de vouloir vivre de cette manière-là. C'est pas une C'est vrai, expression c'est vrai. J'ai négligé ça dans mon analyse. Oui, effectivement. C'est Voilà. une capacité. On est plutôt dans la capacité. Dans la capacité, il y a des complications. Et ces complications, on essaie de les mettre en exergue pour que à la fois les évitants et à la fois les partenaires d'évitants puissent prendre conscience de ça. C'est en fait toujours pour une meilleure circonscription des problématiques, Oui. une meilleure compréhension des problématiques, et puis aussi se dire en fait qu'on ne change pas ces choses-là avec un coup de baguette magique. Oui, Déjà que pour comprendre les différents mécanismes, c'est déjà pas facile du tout. C'est hyper complexe. Donc voilà, et bon, on peut pas agir sur quelque chose, on n'apporte pas un traitement à quelque chose qu'on ne comprend pas déjà. Donc ça, c'est pas possible. Donc déjà, il faut comprendre ce qui se passe. Et c'est seulement que lorsqu'on a compris comment ça fonctionnait, qu'on peut se dire, tiens, on va peut-être agir là-dessus ou là-dessus, sur telle variable ou sur telle autre variable. Oui, sauf que dans la question de l'évitement, selon moi, Arnaud, on est quand même dans une sorte de oxymore structurel ou contradiction structurelle insoluble sans travail. C'est-à-dire que comment tu fais pour combiner quelqu'un qui... Non, mais avec un travail. La question ici, c'est... Ah oui, avec un travail. Ah non, mais c'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Ici, nous, le travail qu'on fait ici, c'est quand même rendre beaucoup plus clair les mécanismes qui sont plutôt pas évidents à comprendre. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire sur l'évitement. Voilà, donc, et du coup, voilà, on essaie de mettre ça en perspective, et ça, c'est déjà un travail. Après, et c'est pour ça que je dis, parce que passer en fait d'une compréhension des différents mécanismes et des différents enjeux dans ce type de relation, et de passer directement à se dire, tiens, alors est-ce que tu n'as pas une solution clé sur porte? Il n'y en a pas. Non, Oui. clé sur porte, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, oui. Ça aussi, c'est pour les partenaires ici. Il faut prendre conscience de l'ampleur de la problématique. C'est quand même quelque chose de très profond. On n'est pas sur une petite chose où une thérapie brève pourrait suffire. On est sur quelque chose de plutôt costaud. Et on ne change pas quelque chose de costaud comme ça du jour au lendemain, ça n'existe pas. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, on peut difficilement... je reviens, en fait, si tu veux, à cette contradiction insoluble, c'est-à-dire, comment fais-tu pour avoir de la chaleur relationnelle tout en offrant du lien? C'est un problème. Oui, mais là, le problème, c'est que pour eux, c'est une relation déjà pour commencer. Pour la plupart des habitants, le lien, c'est une relation. Oui, c'est ça. Donc, il y a pas de... Moi, je suis dans une relation sérieuse. Voilà. Et on peut imaginer même une métaphore. Voilà, je suis en voiture, on sait qu'on a comment dire, des rétroviseurs, et puis on sait qu'il y a c'est des angles morts. Hein, oui, c'est ça. On pourrait imaginer ici, pour la personne évitante, qu'il a 5-6 rétroviseurs dans sa voiture, et dans ces 5-6 rétroviseurs, qui représentent chacune une partie de leur mode de fonctionnement, et dans chaque partie, dans chaque rétroviseur, on a finalement un angle mort. En fait, c'est rempli d'angles morts. C'est ça. Donc, il y a à la fois une partie qui est visible, et à la fois une autre partie qui n'est pas visible. C'est pas comme ça sur toute la structure, mais pour chaque partie de la structure.
Et ce sont des angles morts qui chacun d'entre eux entraîne des conséquences relationnelles vraiment problématiques, quoi. Oui, mais donc on parle pas d'un rétroviseur, Ouais, on c'est parle de ça. 5-6 rétroviseurs. C'est ça, c'est Et ça. donc, dire qu'on va agir dessus comme ça, comme par enchantement et obtenir un résultat où on changerait du tout au tout, c'est tout simplement pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est trouver des adaptations. Déjà, par exemple, pour l'évitant, le fait qu'il comprenne la perspective de son partenaire, c'est pas rien. Le nombre de partenaires qui courent après une reconnaissance de ce qu'ils essayent de dire à leur partenaire évitant, rien que ça, déjà, la reconnaissance. Rentrer à la maison et se dire, tiens, tu sais, j'ai enfin compris ce que tu veux. Mais c'est pas rien, ça. C'est déjà beaucoup. Mais oui, Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce que tu dis? Parce que j'ai comme l'impression que ce que tu dis, on va dire, individualise quelque part le partenaire en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus l'impression que le problème, c'est pas... Évidemment, il peut y avoir des partenaires d'évitants qui sont problématiques aussi, hein. Je veux dire, tu tombes sur un dépendant affectif, c'est une catastrophe avec un évitant. Mais je veux dire par là que le risque aussi, c'est de faire croire qu'on va trouver des ajustements pour faire fonctionner la relation à ce partenaire. Or, le problème, pour moi, il est plus structurel. C'est-à-dire que l'évitant doit prendre conscience que c'est pas nécessairement un partenaire qui est le problème. C'est-à-dire c'est l'idée même de relation qui est problématique. C'est-à-dire que tant qu'on n'intègre pas l'idée même de la relation et on la distingue pas avec le lien, que ce soit Jean-François, Claude ou quelqu'un d'autre, c'est pas ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? oui, non, c'est pas ça le problème, on est d'accord, mais en même temps, on peut pas faire l'économie de... Oui, quand ils sont en couple et qu'on doit traiter le problème. Et oui, et qui Oui. est en face. Oui, c'est Qui est ça. en face de Mais toi. surtout, rappeler à l'évitant que c'est pas, en fait, la demande de Jean-François ou de Jean-Claude, c'est pas une demande individuelle. C'est-à-dire qu'en fait, Oui, mais si ça, il tu- peut pas s'en rendre compte. Ça, il faut de Oui. l'expérience pour ça. c'est ça. En général, c'est parce qu'il s'est passé voilà, pas mal de choses et on se dit, voilà, bon, maintenant, au bout de X relations, en fait, je me rends compte, c'est toujours la même chose, quoi. C'est ça. Donc, C'est ça. je peux dire, voilà, ils sont tous incompatibles avec moi et moi, j'ai rien à voir, ça devient de moins J'ai pas trouvé chaussure à mon pied. voilà, ça devient de Ouais. moins en moins probable. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est que comme ça qu'on peut se rendre compte. Et là, une Ouais. fois de plus, c'est quoi? C'est l'expérientiel Ouais. qui va permettre de pouvoir comprendre ça. Alors ici, une étude, Arnaud, Diamond, Sickland et Diamond encore, je les connaissais pas, tiens, eux, je sais pas de quelle nationalité ils sont, 2003. Diamond et ses collègues documentent que le changement des patterns d'attachement nécessite au minimum 18 à 36 mois pour qu'on ait des changements mesurables. Et souvent 5 à 7 ans pour qu'une transformation soit totalement profonde et stable. Donc c'est quand même, Oui. c'est quand même long. Et donc, et si ça, c'est dans le cas où l'évitant reste en thérapie. Pas s'il quitte en plein milieu, on rattrape pas 30 ans de développement en 6 mois, quoi. On est tout à fait d'accord. Tu vois. Et donc, ma dernière question. Par contre, parce que je reviens là-dessus. Oui, voilà, excuse-moi. Mais pour les choses qui sont beaucoup plus rapides, Oui, des choses concrètes qu'on peut mettre en place. Fonctionnelles, oui. c'est de la traduction. Ok. Voilà. C'est un travail de traduction. Un travail de traduction. Ouais. L'autre se dit, mon partenaire, comment dire, ne m'aime pas. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, il m'a critiqué sur un point, où il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et puis bon, et comme ça, de fil en aiguille, on peut arriver à... C'est ce que tu fais en thérapie de couple? Oui, oui. Oui. Voilà. Avec un évitant. Oui, c'est-à-dire que... Quand il y a un couple avec un évitant. Évitant, qui vont, par exemple, pour ceux ou celles qui vont se plaindre, en fait, du comportement de leur partenaire, je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'on vous reproche exactement, savoir s'il y a une récurrence par rapport à ça. Évidemment, des choses qui sont récurrentes, hein, pas les choses qui ne sont pas récurrentes, ça c'est autre chose. D'accord. Mais dans les choses qui sont récurrentes, déjà faire de la traduction. Donc il y a deux choses. Prise de conscience de ce dans quoi on est, en tant qu'évitant, Mali. Oui, oui. Prise de conscience de ce dans quoi on est. Oui, oui. Et à côté de ça, une traduction. Ça, déjà, rien que ça, déjà... C'est beaucoup. Ça permet déjà de changer un peu la dynamique. C'est ça, c'est ça. La faire bouger, en quelque sorte. C'est ça. Donc, tu as comment dirais-je, des petits outils techniques rapides que tu peux mettre en place pour améliorer un tout petit peu le quotidien, déjà. Oui, oui, mais justement... Donc, tu sais sur quel point travailler, quoi. Mais oui, dans la traduction, déjà, de ce qui est reproché. Mais tu sais ce qui est intéressant avec toi. Dans la prise de conscience. Ce qui est intéressant avec toi, et c'est quand même une qualité, c'est que tu as plusieurs casquettes qui peuvent vraiment être hyper intéressantes. Non seulement ton travail d'étude est justement sur l'évolution du couple. Ça veut dire, en fait, tu sais comment le couple a évolué. Donc, toute l'idée de
Relation traditionnelle, relation moderne, relation postmoderne, tu la comprends parfaitement. Toutes les dynamiques relationnelles modernes, tous les cadres que les gens inventent aujourd'hui, tu les maîtrises aussi. Tu es thérapeute de couple. Ça veut dire, en fait, Oui. tu traites les couples. Oui, D'accord? Et en plus, tu es psychologue clinicien. oui, Alors après, tu es sexologue, mais bon, ça, c'est pas, enfin, c'est important de le savoir, mais c'est pas vraiment lié. Et donc, quelque part, tu peux beaucoup mieux comprendre la dynamique de l'évitement dans une vision beaucoup plus holistique. Donc, Oui. tu vas pas, si tu veux venir juste t'attacher à un élément, un point. Non, tu vas voir ça d'une manière beaucoup plus globale. Et donc, ça va te donner l'opportunité de traiter des couples où il y a un évitant d'une manière beaucoup plus efficace à partir du moment où l'évitant est motivé. oui, Parce que souvent, c'est le partenaire qui force l'évitant à venir. tout à fait, Hein? tout à fait. Mais oui, mais voilà, pour Ouais. ceux qui veulent avoir des changements, on va dire un peu plus, enfin, déjà des changements, on va dire plutôt superficiels, mais qui sont importants pour changer la dynamique de couple, du couple, eh ben, c'est dans cette perspective-là. Ouais, Voilà. c'est ça. Et Arnaud, un dernier point que je voulais soulever avec toi, et je crois qu'on va quand même mettre un peu les pieds dans le plat sur cette question, parce qu'il est temps maintenant d'en parler. J'ai droit à un joker, encore Mani, ou pas? Tu as droit, mais c'est pas une question piège. Je crois que c'est une question qu'un jour ou l'autre, il fallait aborder. Ok. Que doit faire le partenaire face à ça? Évidemment, Ah. voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Avant de commencer. Parce que, honnêtement, on est vraiment une chaîne d'information. On a mis beaucoup, beaucoup d'efforts sur la recherche. On a mis beaucoup d'efforts sur le fait d'informer d'une manière peu superficielle. On a été très loin dans les recherches. On a retourné tout cela, chacun avec nos domaines de compétences qui se sont, comment dirais-je, fusionnés pour vous donner la qualité des échanges éventuels qu'on peut vous proposer. Le problème, c'est que sur la question de l'évitement, il y a beaucoup de business. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire aux partenaires, moi, je vais vous donner 5 clés pour faire revenir l'évitant. Je vais vous donner 10 éléments qui vont vous dire comment, est-ce que l'évitant vous aime ou ne vous aime pas. Bon, en fait, tout va dans le sens du business des anxieux pour essayer de leur faire croire qu'il existerait des techniques pour que la relation fonctionne avec l'évitant. Je ne suis pas en train de dire que tous les évitants sont les mêmes. Il y a des niveaux d'évitement. Le style d'attachement n'est qu'une couche dans la personnalité. Il y a des évitants qui peuvent être spirituels, religieux, d'autres qui ne le sont pas. Certains ont un très haut niveau de moralité, certains n'ont pas un niveau... Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent déterminer cela. Mais le problème, c'est que on donne beaucoup d'espoir aux gens pour que, éventuellement, on leur donne des techniques secrètes que nous, on ne connaîtrait pas, par exemple, tu vois, pour que ça fonctionne. Tu sais ça. Maintenant, moi, la question que je te pose, c'est, face à ça, qu'est-ce que le partenaire doit faire? Ben, déjà, dans ce dont tu parles, d'ailleurs, c'est pas uniquement, spécialement les coachs qui vont proposer ça. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de demandes de la part, notamment des anxieux, ceux qui ont été rendus anxieux, pour pouvoir garder leur partenaire évitant. C'est ça. Donc, qui vont demander plutôt, finalement, des clés pour une suradaptation. Oui. Mais une suradaptation lorsqu'on exagère trop à la fois dans l'intensité, hein, et dans la fréquence, ben, on s'écarte de plus en plus de soi. Ouais. OK. Donc, il y en a qui demandent donc quand on demande finalement des trucs pour pouvoir garder son évitant ou son évitante, c'est toujours de la suradaptation. D'accord. Donc, c'est le partenaire qui doit suradapter. C'est ça. Et on va vous expliquer comment suradapter. Mais la suradaptation, c'est un décentrage de soi. C'est ça. C'est-à-dire, on est de plus en plus loin de soi. OK. Donc, on n'est plus du tout incarné, et encore moins avec ses propres valeurs, OK. ses propres limites, ses propres besoins. Donc, sur le moment, ça peut être comme de la drogue, hein, c'est-à-dire comme je ferai tout pour que l'autre reste à mes côtés. Et comment dire, mais le problème, c'est que l'épuisement arrive très rapidement, et puis surtout, on est même plus satisfait de qui on est devenu dans cette relation. C'est ça. C'est vrai que beaucoup de gens, excuse-moi, une petite parenthèse, je te laisse continuer, beaucoup de gens
après nous avoir écoutés et après être venus en thérapie, abandonnent peut-être la relation quand on n'arrive pas à trouver de solution et nous disent « Je ne comprends pas comment j'ai pu accepter cela pendant autant d'années. Exactement. » Je te laisse continuer, Oui, excuse-moi. c'est ça. Donc ça, c'est quand on a été trop loin, on s'est trop décentré de soi. Donc on se reconnaît souvent plus dans cette relation. Et on est face à quelque chose d'addictif et où en fait on n'est plus rien en quelque sorte. Donc la dimension symétrique a complètement disparu. C'est une asymétrie totale. Et en fait, c'est pas constructif sur le plan à la fois personnel et sur le plan relationnel. Donc, au bout d'un moment, il faut, et c'est ce qui est très très compliqué dans une relation avec un évitant, ça veut dire qu'il faut pouvoir accepter que l'évitant prenne de la distance et que s'il n'est pas disposé ou disponible émotionnellement, eh ben, qu'en fait la relation ne soit tout simplement pas possible. Ça, c'est une éventualité qu'ils n'acceptent pas. Ça, c'est très compliqué pour les partenaires d'évitant. C'est ça. Mais parce que ils sont souvent sur la question du potentiel de l'évitant. Effectivement, on voit le potentiel, mais au bout d'un moment, il faut regarder le réel. Et quand le réel, en fait, on n'est pas rassasié et qu'on a été suffisamment patient, qu'on a été bienveillant, qu'on ne peut pas passer toute une vie à attendre, tout simplement. Et que donc, il faut aussi pouvoir se ressaisir par rapport à ça. Sauf que ça demande aussi beaucoup de comment est-ce qu'on dit ça? Beaucoup de ressources personnelles que pour pouvoir revenir en son centre. C'est ça. Ah oui, c'est pas rien. Mais par contre, je veux dire, c'est pour moi tout le challenge qu'il y a pour le partenaire de l'évitant. C'est-à-dire, une fois qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire en termes d'efforts, on peut pas vivre avec quelque chose qui est un potentiel toute une vie, quoi. Excuse-moi de faire encore une parenthèse par rapport à ça. Potentiel, c'est plutôt un faux self non activé. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on voit, c'est plutôt en fait une image qui a adopté un dessin projectif et on croit qu'on est quelque part, en tout cas les partenaires décrivent cette lune de miel, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'évitant n'est pas activé, que l'évitant se présente avec un self qui n'est pas le sien et qu'il ne se sent pas menacé par une quelconque forme de proximité puisqu'on est en phase de lune de miel. On croit qu'on va retrouver cette époque-là ou cette phase-là. Je pense pas que c'est juste pour moi, c'est pas. Enfin, personnellement, je pense pas que c'est un potentiel. C'est un masque qui est porté dans l'objectif d'obtenir, en fait, si tu veux, le hameçonnage du partenaire et éventuellement sa chaleur. Donc, c'est à cause de cette phase qu'après, éventuellement, les partenaires d'évitant acceptent des choses qui, quelque part, ne sont pas de l'ordre de la relation, ne sont pas de l'ordre de la réciprocité. C'est toujours au nom de cette première phase. Oui, effectivement, c'est au nom de cette première phase. Et puis, ça dépend, en fait, le type de relation. Parce que là, tu es en train de parler, parce on dit souvent, voilà, lune de miel, et puis après, il y a la séparation. Bon. Pas vraiment. Il n'y a pas la séparation, mais il y a la prise de distance. Il y a ça. Il y a aussi la séparation, il y a aussi la prise de distance et tout ça. Et puis après, bon, les couples évitants, partenaires qui forment sur le même toit familial, on va dire, c'est pas la même chose que deux personnes qui sont séparées par une distance, par exemple. C'est pas les mêmes dynamiques, oui. C'est pas du tout. Même si le fond est le même, mais les dynamiques sont différentes. Voilà, donc voilà, il y a souvent le fait qu'on se dise, tiens, mon évitant, et effectivement, il y a un potentiel chez l'évitant, c'est pas qu'il n'y a pas de potentiel, il y a clairement un potentiel. Mais s'il n'y a pas un travail qui est fait dans le sens aussi d'aller plus loin que ce potentiel, et de dire, je veux dire, pour le partenaire, il ne peut pas faire avec, et se dire, toute sa vie, je reste avec un potentiel. Oui. Potentiel, hormis la question du faux self. Oui, c'est ça. Voilà. Et je pense que ça aide aussi par contre, je pense que ça aide aussi l'évitant par rapport à ça. Le fait qu'il voit que quelqu'un ne soit pas en suradaptation constant vis-à-vis de lui, et donc fait un pas de retrait,
bah, ça lui permet aussi, lui, de se repositionner. Parce que finalement, je veux dire, on parle toujours de ce combo anxieux, évitant. Mais quand l'autre se suradapte, ça confirme à l'évitant qu'il doit rester dans cette position-là. Oui. En fait, qu'il est recherché malgré des comportements qui ne sont pas des comportements de type, de couple classique, enfin en tout cas des types de relations classiques dans une relation amoureuse. Hein. Donc, il est tout le temps, ça justifie son positionnement, l'autre est tout le temps occupé à aller le chercher, il peut se dire au fond, et il ne se dit pas forcément ça consciemment, mais j'ai de la valeur, voilà, si j'étais vraiment dysfonctionnel, On ne me courrait pas autant derrière. par exemple, il pourrait se dire ça. Oui, oui. Mais une fois qu'on arrête de courir, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui permet au mécanisme de défense de l'évitant de pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Donc il est obligé de se repositionner. Et ici, ce n'est pas le but de récupérer Non, j'ai son compris, évitant. j'ai compris. C'est de dire, je me recentre, je suis face à quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement pour partager une relation, on va dire, énergisante, ressourçante. Voilà. Mais l'évitant est dans un paradoxe ici aussi. Hein. Donc, et pour moi, c'est juste ça, en fait, la question. Et qu'au bout d'un moment, le partenaire doit comprendre ça. Se dire, il ne s'agit pas de rejeter l'évitant ou quoi, il ne s'agit absolument pas du tout de ça. C'est de dire, au fond, je reviens à ce que je veux. Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je veux est légitime ou pas légitime? C'est ça. Mais au bout d'un moment, je dois quand même pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, avec un véritable échange. Et donc, et parfois, le partenaire, d'ailleurs évitant ou pas évitant, n'est pas disposé à ça. Oui, mais ça reste un paradoxe pour moi de l'évitant, parce qu'en fait, on voit chez eux une sorte de contradiction entre le fait de chercher un partenaire qui, dans l'idéal, ne les active jamais, d'accord ? Quelqu'un qui, quelque part, ne les confronte jamais. Oui, alors ça pour l'évitant, c'est une vue de l'esprit. Oui, donc, oui. C'est-à-dire, effectivement, on disait tout à l'heure qu'il y avait... que la dimension expérientielle n'était pas la même chose qu'une vue de l'esprit, c'est-à-dire quelque chose de purement cognitif. Et en réalité, ils peuvent très bien se dire, OK, il faut un partenaire tranquille qui ne va pas m'activer, mais ils s'embêtent très rapidement avec quelqu'un c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais te dire. En fait, si tu les challenges, tu les actives. Voilà, c'est ça. Si tu les challenges pas, en fait, ils s'ennuient. Ils s'ennuient, ils se sentent pas vivants. Exactement. Et si tu les challenges, tu les actives. Donc, dans un cas comme dans l'autre, oui, il y a un problème. Tout à fait. C'est ça, hein? Oui. Alors, dernière étude que je cite, qui va dans le sens de ce que tu dis, et qui recadre un peu ce que tu dis, Finney, qui est un spécialiste mondial de l'évitement aussi, lui, 2002. Finney, en 2002, a documenté que les partenaires d'évitants rapportent des niveaux de détresse relationnelle significativement plus élevés que toute autre configuration. L'erreur la plus fréquente? Penser que si je suis assez patient ou patiente, assez aimant ou aimante, il ou elle va grandir émotionnellement. Mais c'est pas vrai en fait. Donc ça veut dire que c'est pas en étant patient, c'est pas en allant dans leur sens que vous allez obtenir quoi que ce soit. Exactement. Vous n'êtes pas son thérapeute, premièrement, c'est important. Vous n'êtes pas sa mère ou son père. Je vais te couper un peu Mali ici, pour une fois. Vas-y, non mais vas-y. ça c'est méchant. Non, donc... oui. Oui, tu vois, je voulais te couper, puis... Moi, je te coupe souvent. Non. Oui, si, ça veut dire ça, exactement ça. Non, il faut assumer dans la vie, c'est exactement ça. Okay. Mais non, mais ça me pose pas plus de problèmes que ça. Okay. Mais donc, je voulais dire un truc par rapport à ça, et tu vois, j'ai oublié en faisant... Vas-y. Oui, mais je sais plus, vas-y, redis-moi ce que tu me dis. Parce non, je te disais que vous n'êtes pas, en les laissant, en étant patient, en étant aimant, ils vont grandir émotionnellement, ils vont s'ouvrir et en fait le problème va être réglé. Voilà, c'est ça. Et c'est là en fait que je voulais te couper. Vas-y. En fait, pour pouvoir grandir, il faut pouvoir être confronté. Ok. Il faut pouvoir accepter ses émotions. D'accord. Il faut pouvoir les vivre. Et il faut pouvoir échanger sur un plan émotionnel. D'accord. Tout ça, ça demande en fait de la responsabilité émotionnelle. D'accord. Donc, qui donne la possibilité de faire de l'introspection, c'est-à-dire bouger intérieurement. D'accord. Mais on a vu que le système a été cadenassé, et ensuite, la seule recherche qui existe, c'est évidemment pas la croissance, mais c'est le confort psychologique qui est l'empêcheur de croissance. Tout à fait. Donc, si je veux rester dans un statu quo, il n'y a pas de raison que j'évolue. Je n'évoluerai pas. Donc, se mettre dans une situation, pour reprendre ton article,
où on se met dans une position de bienveillance. Alors bienveillant, il faut être bienveillant. C'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut pas être bienveillant, mais espérer qu'avec de la bienveillance et quoi d'autre encore, à part la De bienveillance, la patience, de l'amour, ça changera absolument rien. et on le répète. C'est-à-dire, voilà, c'est Voilà, ça. Je veux c'est dire, important. on fait juste que, comment est-ce qu'on dit ça? On les conforte, en fait. On les conforte. conforte, oui. Voilà, c'est ça, on les conforte. Parce qu'eux, ils sont là, ils recherchent un confort psychologique, une sorte de paix, qui est en fait une sorte de perpétuation, si tu veux, De l'immobilisme. de l'immobilisme. Et en faisant cela, je dirais, on les conforte là-dedans. C'est pas possible que quoi que ce Oui, soit en fait, qui change. en fait, ce que je veux dire, voilà, il n'y aura pas de changement, il y Voilà. aura juste, en fait, et c'est ça qui est important ici. Si dans la relation, normalement, elle est faite pour, enfin, elle est faite pour beaucoup de choses, mais c'est aussi pour devenir une meilleure version de soi-même. C'est ça. L'autre est le partenaire amoureux, est celui qui nous valide sur le plan de l'intimité, de quelque chose de singulier qu'il voit en nous. Et ça aussi, c'est, comment dire, ça nous permet de progresser mutuellement, d'être toujours une meilleure version qu'il y a 5 ans en arrière. C'est ça. Pour l'évitant, ça ne se passe absolument pas comme ça. D'accord, oui. Voilà. Je le rappelle, je ne vais pas le répéter 10 fois, mais dans la première phase de la petite enfance, c'est justement ce refus de vivre ses émotions et de tout cadenasser. Et la seule chose qui me préoccupe après, c'est de cadenasser tout ça et de pouvoir vivre avec ses émotions enfouies, sans jamais être activées. C'est ça. La croissance est un empêcheur, enfin, une sorte représente une cassure du cadenas. Alors, la croissance relationnelle, Ah oui, bien sûr. pas la croissance professionnelle, Ah la oui, croissance, tout à fait, tu fais bien de le rappeler. donc pas la croissance dans les autres domaines. Non, d'ailleurs, c'est pour Oui. ça que souvent, ce qu'on va voir, à défaut de pouvoir grandir intérieurement, de pouvoir se développer intérieurement, de pouvoir intégrer toute une série de choses, ben, on va voir qu'on va surcompenser à l'extérieur. Tout à fait. Donc, je vais rechercher encore à aller plus loin sur le plan professionnel, Tout à plus fait. loin dans, voilà. Donc, c'est souvent un truc, enfin, une chose qu'on observe dans le fonctionnement évitant, c'est-à-dire la mise sous silence de tout ce qui se passe à l'intérieur, aucune évolution intérieure. Par contre, l'évolution n'est vue que sur le plan extérieur. C'est ça. Voilà. Et donc, ce qui peut aussi, ce qui ne permet pas de voir correctement les choses à première vue. D'accord. Non, c'est quelqu'un qui avance, il fait ceci, il fait cela et tout, mais intérieurement, ça n'avance pas. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ou très, pas dire très, très limité. C'est ça. Ben, écoute, Arnaud, c'était une entrevue très intéressante. Et je te remercie d'avoir partagé avec moi sur ce sujet. Et on se verra très bientôt pour un autre sujet, j'espère. Ok, ben merci pour ton invitation. Comme d'habitude, Madi, voilà, c'est toujours plaisant d'être ici et de répondre à tes questions. C'était un plaisir. Voilà. Très bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.